Elle est où? Elle n'est pas à Tunis? Elle est chez moi. Je suis chez moi, Nadia. Oui, mais à Anya, Tunis. Et Yes. Samia, elle est où? À Tunis, mais pas dans le Deux même. endroits différents, oui. Ah. Yeah. Nous, il fait Maintenant, chaud. maintenant, on est en direct, donc. Oui, il faut commencer. Donc, yes. Donc, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à nos panélistes et aux participantes à ce webinaire. Donc, voilà, je suis la modératrice de cette conversation parce que, en fait, c'est une conversation. Donc, Samia Melki, je suis la présidente de Qadirat, une organisation non gouvernementale tunisienne qui travaille surtout sur les lois, l'harmonisation des lois avec et la domestication des lois avec les dispositions des conventions régionales et internationales. Et aujourd'hui, je vais commencer tout d'abord par quelques, ce qu'on dit housekeeping rules. Voilà, vous avez pour les participants, si vous voulez poser des questions, vous avez l'icône de discussion et l'icône de questions et réponses. Pour la traduction, vous avez le globe là en bas et il y aura de la traduction vers l'anglais. Voilà. Donc, tout d'abord, comme j'ai dit, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes pour avoir accepté de participer à ce webinaire, malgré leurs engagements. Dieu sait comment ils sont nombreux. Je viens de parler à mes amis panélistes et la semaine a été très chargée également pour nous. Je vais vous… donc, cette conversation va durer 1h30. Chaque panéliste va prendre la parole pendant à peu près 15 minutes et ensuite on ouvrira, on donnera enfin, la possibilité à tous les participants de poser leurs questions. Les panélistes essaieront d'y répondre. Voilà. Donc, le but de ce webinaire, c'est une conversation, comme je l'ai déjà dit, qui va nous permettre d'éclairer nos participants sur le contexte nord-africain. C'est en fait une discussion qui portera sur comment dirais-je, qui portera sur l'observation générale 6. Comment? Yeah. Sur l'observation générale 6 de l'article 7D du protocole de Maputo. Donc, cet article 7 porte sur le droit de propriété et on a voulu, comme je l'ai déjà dit, mettre un éclairage sur les pays de l'Afrique du Nord, sur les expériences des pays de l'Afrique du Nord et les lois et se rapportant à le droit de propriété pour les femmes. Maintenant, c'est organisé par ISLA, qui est l'Institut de contentieux stratégique, l'initiative de contentieux stratégique qui est basée en Afrique du Sud et qui est notre partenaire, enfin, en partenariat avec Qadirat, qui est une organisation tunisienne. Voilà.
Je vais tout d'abord commencer par la première panéliste, qui est Hafida Shqir. Hafida Shqir est professeure en droit. Elle est également experte internationale et également activiste dans les droits de l'homme. Elle a fondé, entre autres, elle est cofondatrice de l'Association des femmes démocrates Tunisie. Et je vais lui laisser, lui donner l'occasion de se présenter encore plus elle-même pour vous donner une idée brève sur son parcours avant de lui poser la première question. Je vous donne la parole. La parole est à vous, professeur Hafida. N'oubliez pas d'enlever le mute, le son, de remettre le son. Voilà. Oui, oui. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Je suis heureuse de me retrouver avec vous. Je suis Hafida Shqir, je suis juriste d'origine et je suis surtout militante féministe puisque j'ai beaucoup travaillé sur les droits des femmes et les droits humains d'une manière générale. Et je viens de participer avec mes amis de Isla et Semia à un atelier sur le même sujet qui porte sur l'article 7 et l'observation générale numéro 6. On a eu un débat extrêmement intéressant parce que tous les problèmes ont été évoqués en fait dans cet article 7 qui soulève des questions principalement des droits humains, du rôle de l'État dans la protection des droits humains, mais aussi du rôle que l'État doit assumer pour protéger ces droits des femmes et pour venir à bout aux discriminations qu'elles subissent, aussi bien dans la pratique que dans la réalité. Je pense que c'est ça, donc c'est tout. Oui, donc Madame Hafida, pour commencer, je voudrais vous poser une question qui concerne les défis à relever pour protéger les droits des femmes à la propriété, et notamment dans le contexte de la dissolution du mariage, qui est vraiment là l'objet de l'observation générale numéro 6. Oui, merci beaucoup, Semia. C'est un sujet très important parce qu'il s'inscrit dans tout le combat que nous avons mené en tant que féministes pour instituer l'égalité dans le cadre de la famille et dans le code du statut personnel. Nous avons tous et toutes reconnu que le code du statut personnel comprend des acquis très importants pour les femmes, à savoir le consentement direct et personnel au mariage, le droit au divorce et l'âge du mariage, mais il reste quand même des discriminations à essayer d'éliminer, dont aussi le droit à l'acquisition des biens par voie successorale. Il est à noter qu'en Tunisie, l'acquisition des biens, d'une manière générale, se fait sans problème selon le Code des droits réels, mais en matière de famille, en matière de mariage, nous avons deux textes importants, le Code du statut personnel et une loi spécifique sur la communauté de biens, qui est une loi d'application volontaire lors du mariage. On peut choisir soit de souscrire au système de communauté de biens ou au système de séparation du bien, parce que dans le code du statut personnel, on a encore institué la règle de la séparation des biens entre époux. Donc, s'il y a la dissolution du mariage, ce qu'on appelle chez nous le divorce, et qui ne peut avoir lieu que dans le cadre devant le juge, la répartition des biens soit selon le régime de communauté se fait selon les termes du contrat de mariage. Si ce n'est pas le régime de communauté des biens, la répartition des biens se fait selon le principe de séparation des biens. Il n'y a pas de prise en considération du rôle des femmes, comme on l'a vu dans le séminaire, du rôle des femmes dans la prise en charge des affaires de la famille. Un autre problème très important qui concerne aussi le sujet, c'est que
nous n'avons pas d'égalité successorale, comme dans tous les pays arabo-musulmans et surtout en Afrique du Nord. Donc, si les biens se transmettent de la vie des personnes, on va appliquer le régime de séparation du bien s'il n'a pas choisi le régime de communauté. Mais si les biens se transmettent après le décès, il y a une transmission par l'héritage, les biens ne sont pas répartis également. C'est pour ça que l'article 7 dans le petit d de cet article, on parle de part équitable des biens et des richesses, de la propriété et de la terre, évidemment. Et nous avons contesté cette disposition parce que nous estimons qu'elle préconise plutôt l'équité que l'égalité. Or, nous avons mené beaucoup de débats là-dessus, sur le protocole de Maputo, pour dire que c'est un protocole qui vise à éliminer les discriminations et qui, pourtant, consacre l'équité dans le partage des biens, dans la prise en charge des fonctions judiciaires. Il y a des contradictions dans le protocole de Maputo. Et la Tunisie a ratifié ce protocole depuis juin 2018 et normalement, elle devrait relever cette discrimination, d'autant plus que la Tunisie a ratifié la convention CEDAW, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et qu'au début, en 1985, elle avait formulé des réserves contre l'article 16 qui, entre autres, parle de l'égalité en matière de transmission des biens par voie successorale. Elle a levé cette réserve en 2011. Et donc, on peut dire que la législation positive en Tunisie doit être modifiée pour être conforme à la Convention, mais qu'il faut appliquer les textes internationaux pour permettre aux femmes de jouir des droits à la transmission des biens par voie successorale sur la base de l'égalité. Je pense que Merci beaucoup, Hafida. Professeur Hafida, maintenant, le problème, c'est que les pays, enfin les gouvernements ou les parlements ne prennent pas de mesures pour harmoniser les lois selon les dispositions des conventions internationales. Bien sûr, ils ne prennent pas de dispositions. Malheureusement, c'est ce que je disais l'autre jour, le protocole de Maputo est à l'image des législations nationales. Il est empreint de patriarcat. Donc, les textes sont empreintes de discrimination qui trouvent leur origine dans le patriarcat qui est empreint de religiosité aussi. Et donc, on se réfère à ces textes sacrés alors que ces textes sacrés eux-mêmes ne sont pas forcément, comme chez nous, je parle de la Tunisie, des sources de loi. Donc, l'État, surtout depuis 2011, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, ne change pas les lois pour qu'elles soient conformes soit à la Convention internationale, soit à la Constitution qui a reconnu l'égalité et qui a, dans son article 46, appelé l'État à garantir les acquis des femmes et à agir pour leur consolidation et leur promotion. Pourtant, ça n'existe pas et le code du statut personnel n'a pas été modifié. D'ailleurs, c'est un débat très important. Faut-il modifier le code du statut personnel dans les conditions actuelles de la Tunisie avec des islamistes qui sont dominants presque, même si le Parlement est maintenant gelé, puisque dès qu'on va toucher le code du statut personnel, les voix islamistes, oui, conservatrices bien sûr, vont profiter pour abolir l'abolition de la polygamie ou pour instituer le divorce non judiciaire. Et j'en passe, bien sûr. Oui. On a un proverbe en Tunisie qui dit « Garde ce que tu as de mauvais, sinon tu auras quelque chose de pire ». Mais bien sûr, nous, on ne croit pas à ça parce qu'on bataillera pour avoir quelque chose de mieux, quelles que soient les conditions. Ce que je voulais dire, professeur Hafid, c'est que je voulais dire à tous les participants, et pas que professeur Hafid,
a préparé un guide pour l'harmonisation des lois aux dispositions du protocole de Maputo. Ce guide est destiné, entre autres, aux législateurs, aux avocats et aux juges. Donc, s'il est vrai que l'État comment dirais-je, tarde beaucoup à harmoniser ces lois-là parce que pour lui, ce n'est pas une priorité. Comment est-ce que les groupes de défense des droits des femmes en Tunisie peuvent-ils renforcer le travail consistant à tenir les États responsables des violations des droits des femmes à la propriété, à la terre et à la propriété? Vous venez de répondre partiellement, mais oui, allez-y. Je pense que là, il faut revenir au rôle de la société civile indépendante qui, depuis sa création en 1989, je parle par exemple de l'Association tunisienne des femmes démocrates ou de l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, la FTURD, où nous avons mené une longue bataille, d'abord pour modifier le code du statut personnel. Et c'est intéressant de voir qu'au féminisme d'État, qui a toujours existé depuis l'indépendance en Tunisie, nous avons voulu opposer un féminisme militant, un féminisme égalitaire qui s'appuie sur le code du statut personnel, mais revendique la promotion des droits qui sont reconnus par le code, par la modification des dispositions qui sont encore discriminatoires et qui le sont encore. Peut-être sommes-nous arrivés à modifier certaines dispositions, notamment le droit au domicile pour la mère qui garde les enfants, l'élimination du devoir d'obéissance aux femmes, mais nous ne sommes pas encore arrivés ni à remplacer le statut de chef de famille du père, ni à éliminer la dot comme condition de validité du mariage, ni à éliminer la validité, le délai de viduité pour les femmes qui perdent leur mari, et ni l'égalité dans l'héritage. Donc, il y a beaucoup de travail à mener. Nous avons mené beaucoup d'efforts, fourni beaucoup d'efforts depuis 1999, puisque nous avons mené une campagne très importante pour que le code du statut personnel soit adapté à l'évolution du statut des femmes et donc soit modifié pour répondre aux besoins des femmes sur la base de l'égalité. On n'est pas encore arrivé. Il y a eu une tentative en 2017. L'ex-président de la République, Béji Caïd Essebsi, a créé ce qu'on a appelé la COLIB, la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, qui a préparé un rapport très important sur les inégalités, sur les violations aux libertés individuelles, qui a aussi préparé un projet de loi sur l'égalité dans l'héritage. Mais le projet de loi est dans les tiroirs de l'Assemblée. Il est, on dirait, tombé en désuétude avec les nouvelles élections en 2019. Et maintenant que nous avons un président qui affirme clairement, expressément, qu'il ne croit pas en l'égalité, je pense que nous allons repartir à zéro pour revendiquer encore l'institution de l'égalité ou la consécration de l'égalité dans les législations tunisiennes, particulièrement dans le code du statut personnel, qui reste un domaine de prédilection des discriminations et du patriarcat. Merci beaucoup, Hafida. Je voudrais poser la même question parce que ça, bien sûr, c'est le cas de la Tunisie. Et je voudrais poser la même question à nos autres panélistes, notamment, je commence par Nadia. Comment est-ce que les groupes de défense de droits des femmes peuvent-ils renforcer le travail consistant à tenir les États responsables des violations des droits des femmes à la terre et à la propriété? Je sais qu'il y a eu beaucoup de lobbying dans ces affaires, mais est-ce que vous pensez à radicaliser votre mouvement pour tenir l'État responsable s'il n'y a pas de résultat? Merci Samia. Radicaliser, c'est trop dire, mais moi je parle d'un postulat, c'est que les droits des femmes ne sont jamais acquis. On peut les avoir, ils peuvent disparaître.
Et nous, on l'a vu en voulant bien faire, en voulant nous introduire la parité dans les listes électorales, on a perdu le quota qu'on avait initié par loi, où on avait les 30% et on s'est retrouvé avec 8% aujourd'hui à cause de cette fameuse parité qu'on a introduite dans la loi électorale. Bon, après, tout est question de compréhension, d'égalité et comment les uns et les autres la conçoivent, le courant conservateur et le courant séculaire ou laïque. Donc, elle est soit relative, elle est soit universelle, cette égalité. Alors, nous avons ratifié. Alors, nous, bien sûr, nous restons sur nos positions qui sont celles de dire à notre État, les femmes ont des droits, vous ratifiez des conventions internationales, la CEDAW, même si c'est avec des réserves sur l'article 2, 15 et 16, parce que c'est l'article 16 qu'on va retrouver dans le protocole de Maputo, qu'on va retrouver dans les textes africains. Et la réserve, en tout cas pour nous, suppose que cet article ne sera jamais appliqué jusqu'à sa levée. On ne reconnaîtra pas l'égalité dans le mariage, même si effectivement notre code a entrepris des modifications en 2005, puisque nous avons ratifié la CEDAW, nous avons ratifié le protocole de Maputo, la CEDAW avec réserve, le protocole de Maputo avec déclaration interprétative, mais on ne nous dit pas sur quel article. Et j'ai bien peur que ça soit sur tous les articles. Alors là, si franchement c'est sur tous les articles, ça pose problème. Je ne suis pas arrivée à trouver les articles soumis à cette déclaration interprétative. Donc, nous travaillons non pas en radicalisant, mais même en donnant à nos institutions, à notre État, des arguments pour pouvoir arriver à consacrer des droits, à lever les discriminations et à lever les inégalités. Alors, entre les réserves, entre les déclarations interprétatives, l'Algérie est soumise à des engagements. On a eu une modification du Code de la famille en 2005, où, comme l'a dit Hafeda, on se ressemble tous parce que la source est la même, c'est le droit musulman. Le principe de la séparation des biens a toujours été un principe et il a été maintenu dans le code, et le droit de la propriété est constitutionnel. On reconnaît même aux femmes ce droit à la propriété, d'acquisition, d'acheter, d'avoir des biens avec ses propres moyens, par héritage. Mais maintenant, ce qui va poser problème, effectivement, c'est pendant le mariage. Donc, notre article, notre code en 2005 a introduit, à l'instar des 3 pays du Maghreb, a introduit dans son article 37, donc la communauté des biens à introduire donc dans un contrat pendant ou ultérieur au mariage, et cela suppose que tous les biens acquis pendant le mariage peut être à la dissolution, être partagés selon, alors peut-être de moitié, si l'argent a été donné de moitié, et c'est l'entente entre les époux, ou proportionnellement aux acquis, à ce que l'un et l'autre ont donné. Alors, voilà un peu ce que le code a introduit, mais il y a aussi une chose importante, hein, c'est que la notion de chef de famille a été abrogée dans le code de la famille. Et le fait que l'on ait abrogé la notion de chef de famille, parce que j'ai lu dans l'observation, en parlant de puissance maritale, dans la loi, elle n'existe plus, mais dans les mentalités, dans les comportements et dans les actions, elle existe encore. Même quand vous allez devant le juge et que vous faites une action en justice, on vous parlera de puissance maritale. Or, on est là en train toujours de dire, et c'est ça l'éducation des juges, nous en tant qu'avocats, c'est de leur dire, mais voilà, il y a l'article, il y a la compréhension, ça va demander du temps, mais il y a aussi l'intervention des institutions qui doit se faire pour l'explication de ces textes. Parce que sans cela, on va mettre 20 à 30 ans pour comprendre que
la puissance maritale, qui a aussi sa source dans le droit musulman, peut disparaître par cette égalité qui a été introduite entre les époux dans la gestion du ménage. Donc, la femme a le droit à la propriété, mais comme l'a dit Hafeda, dans les successions, la femme a une part moindre par rapport aux garçons. Elle peut ne pas hériter d'un lot de terrain ou d'une propriété parce que elle n'osera pas elle-même entrer dans les successions, la coutume, parce que n'oubliez pas que nous sommes aussi dans des coutumes, surtout chez nous en Kabylie, elle n'osera pas entrer dans le partage, mais elle sera exclue aussi par un mécanisme qui existe chez nous, c'est les biens habous, le waqf. Il y a encore ce mécanisme, cette procédure qui exclut les femmes de la préservation de la propriété. Et moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de documents sur ce genre qui sont en justice parce qu'aujourd'hui, les femmes disent « mais ce n'est pas possible, comment avons-nous été exclus d'une propriété qui nous revient par le biais de ce mécanisme ?» Donc, vous voyez comment se font un peu… mais sinon, en termes de principes, les principes sont là, ils existent. On les a posés. On va même nous dire que c'était droits fondamentaux. La nouvelle constitution aussi a essayé d'introduire comme ça des articles, particulièrement celui qui va protéger les femmes contre toute forme de violence. Donc, quand j'exproprie quelqu'un ou quand j'enlève un droit à quelqu'un, ça peut être aussi c'est une violence. Et il y a aussi, et je pense que pour tous les 3 pays, il y a eu les enquêtes emploi du temps et où le travail de la femme qui ne travaille pas à l'extérieur, qui n'a pas une profession, n'est pas pris en charge dans la prise en compte des biens. Merci beaucoup, Nadia, merci beaucoup. Je viens de relever 2 choses, c'est que l'Algérie s'est débarrassée de l'article qui institue la gestion, enfin, c'est-à-dire le chef de famille. Le chef de famille, oui. Le chef de famille, c'est-à-dire que maintenant, c'est une responsabilité entre la femme et l'homme. Vivement la Tunisie. Je sais que Hafid a toujours appelé à ça et cela aura des répercussions sur d'autres sujets comme la garde de l'enfant, etc., etc. Donc, voilà. Il y a aussi, en ce qui concerne la propriété, non seulement les us dans certains endroits, comme en Kabylie, même en Tunisie, la femme, elle est privée de sa part. Et c'est surtout les femmes pauvres, c'est-à-dire qui souffrent de précarité, qui sont privées. Et ce sont surtout les femmes pauvres qui bénéficieront d'un changement de cette législation et de l'égalité dans l'héritage. Parce que les femmes aisées, quelle que soit leur part, elle sera une part importante. Voilà. Donc, même, il y a des femmes qui n'oseront même pas intenter un procès contre leurs frères pour le fait de les avoir privés d'héritage, parce que c'est contre les us et elles n'oseront tout juste pas le faire et seront privées d'héritage comme ça. Et leurs enfants seront privés aussi de ce privilège. De ce droit, pas privilège. Rizlen, la même question, mais aussi quels sont les obstacles que vous rencontrez en tant qu'association? Merci Samia. Écoutez, je crois que je vais
peut-être répéter ce qui a été dit parce qu'on vit les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et nous sommes, je veux dire, nous avons le même combat aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Euh, Au Maroc, ce que je peux dire, c'est nous avons un code de la famille qui a été mis en place en 2004 et qui a suscité tout un mouvement de féministes autour de ce code et on a pu avoir je veux dire, une avancée concernant le mariage, l'âge du mariage, concernant le droit au divorce, le partage des biens, dans son article 49 du Code de la famille, le partage des biens, et aussi la responsabilité entre des parents vis-à-vis des enfants. Et bien sûr, nous avons eu la Constitution de 2011 et en fait, le problème qui se pose pour nous, c'est au niveau de, comme a dit, comme a dit Nadia, il y a des principes, nous avons des lois, nous avons des textes. Le souci que nous avons, les obstacles que nous avons, c'est l'application. Et ça, c'est un très grand problème au niveau aussi bien de la violence, etc., mais particulièrement, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, l'article 49, par exemple. L'article 49 du Code de la famille, pour nous, a été je veux dire, en 2004, c'était quelque chose de très important parce qu'on considérait qu'aujourd'hui, on va effectivement pouvoir reconnaître le travail des femmes à domicile qui ne travaillent pas à l'extérieur, mais qui aident et qui contribuent à la construction du ménage, à l'éducation des enfants, etc. Tout ça, ça a un prix, ça a un coût. Et en même temps, et bien sûr, et qui contribue à avoir des biens pendant la période du mariage. Mais il y a je veux dire, une réaction et une incompréhension de cet article qui fait que malheureusement, il n'est pas appliqué. D'abord, pour que, je veux dire, cet article soit appliqué, il faut que quand on parle quand on se marie, quand les jeunes se marient et quand il y a un contrat de mariage, il faut, je veux dire, faire un avenant, un avenant par rapport à ce contrat qui précise et qui fait référence à l'article 49. Malheureusement, et comme vous le savez, avec la pression familiale et la mentalité, quand on parle de ça au moment où il y a l'acte de mariage, tout le monde dit non, mais ça ne va pas, mais vous pensez déjà au divorce alors que vous allez faire votre vie, alors nanani, nanana. Donc du coup, ce papier ne se fait pas. Et en plus de ça, il y a surtout aussi une méconnaissance de ces droits. Les gens ne savent pas, ne sont pas au courant. Donc même nous, je veux dire, et ça je l'ai vérifié au niveau on peut se dire au niveau du rural ou le monde analphabète, c'est normal qu'ils ne soient pas au courant, mais il y a des jeunes, des diplômés, cultivés, mais ils ne connaissent pas et donc ils passent outre cet article. Et au moment du divorce, c'est là où le juge, c'est lui qui décide et c'est lui qui va évaluer le travail de la femme si elle ne travaille pas, etc. Et il va évaluer les biens qui ont été acquis pendant le mariage. Et bien sûr, le juge, c'est qui? C'est un homme, très souvent. Deuxièmement, il y a l'histoire aussi de la corruption qu'il ne faut pas oublier. Et la falsification des biens de la part du mari qui font que quand il arrive devant le juge, il dit « moi, j'ai absolument rien du tout, j'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai ni acquis, ni. » Et la femme, comment elle se retrouve avec peut-être une petite indemnisation ou un forfait, une indemnisation forfaitaire qu'on lui donne au moment du… Donc, c'est un vrai problème que nous avons au niveau du Maroc, c'est je veux dire, l'application de nos textes. Nous avons une constitution avant-gardiste, une constitution qui prône l'égalité homme-femme à tous les niveaux, aussi bien civil, économique, juridique, politique, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas d'application, c'est pas appliqué et comme a dit Nadia, Madame Hafeda tout à l'heure, c'est que il ne faut pas oublier que le Maroc, pendant 10 ans, a eu un gouvernement conservateur. Bon, hier, nous avons eu les élections législatives, régionales et communales, et heureusement, ça a été l'hécatombe pour ce parti. Et franchement, je suis très heureuse et j'espère que la nouvelle configuration politique sera à même de venir je veux dire,
nous appuyer dans notre plaidoyer. Nous, je veux dire par rapport à cette question-là, parce qu'on voit des drames qui se font, des femmes dans la rue, des femmes qui n'ont pas les moyens, les femmes qui ont travaillé, qui ont vécu pendant plus de 25 ans avec leur mari, qui ont contribué à la richesse de leur mari et qui se retrouvent en fin de parcours à l'âge de peut-être 60 ans ou 40 ans ou 50 ans à la rue. Parce qu'elles n'ont rien n'est en leur nom, parce que là, il faut prouver que, c'est-à-dire qu'il faut penser que pendant le mariage, les biens soient au nom de la femme. Et très souvent, ils ne le sont pas. Ils sont au nom de l'homme. Et la femme ne fait pas attention à ça. Elle est dans un processus d'acquisition de biens, de sauver sa famille, de l'unifier, etc. Et donc, elle se retrouve en fin de parcours avec absolument rien. Et au moment de la séparation et au moment du divorce, là, elle se rend compte, mais c'est déjà trop tard et c'est le juge qui doit décider. Par rapport aussi le droit à la propriété, par rapport aux terres collectives, etc. Là aussi, elles ont droit à la propriété. Mais qui c'est qui décide du partage des biens? C'est une assemblée qui est composée que d'hommes et qui je veux dire, qui met en place une liste des ayants droit et pour pouvoir bénéficier de l'usufruit de ces terres. Et cet usufruit est souvent, et la plupart du temps, donné aux hommes, aux chefs de la famille qui sont masculins. Et la femme se retrouve encore une fois sans rien. Il s'est passé en 1990, il y a eu donc beaucoup de terres collectives qui ont été cédées à l'État. Et l'État donc a dû indemniser une majorité de propriétaires par rapport à ces terres collectives. Mais elle a indemnisé qui? Elle a indemnisé les hommes. Elle a donné une indemnité soit sous forme financière, soit sous forme un terrain ou construire une autre maison pour pour que les gens quittent. Ils les ont donné qui? Aux hommes. Et les femmes se sont retrouvées dans la rue. Elles se sont retrouvées dans les bidonvilles des grandes villes comme Rabat, Casablanca, etc. Parce qu'elles n'ont pas bénéficié, alors qu'aucun texte, aucune loi n'interdit le droit à la propriété. Donc, chez nous au Maroc, et pour revenir au protocole de Maputo, c'est que le Maroc, vous le savez, n'a pas encore ratifié ce protocole. Et pour nous, aujourd'hui, notre combat, c'est que la première étape, c'est que le Maroc ratifie ce protocole parce qu'il va nous aider je veux dire, et vous allez aussi nous aider, puisque par le biais du réseau, de notre réseau, à renforcer notre plaidoyer et à interpeller encore plus fort ce nouveau gouvernement qui, j'espère, qui est, bon, entre guillemets, moderne, progressiste, et on attend beaucoup de ce nouveau gouvernement. J'espère que les choses vont bien se passer. Bon, mais on reste toujours... Inch'Allah, j'espère que nous avons une commission et elle vient de sortir un nouveau modèle de développement. Et aujourd'hui, ce gouvernement est amené à appliquer ce nouveau modèle de développement très avant-gardiste. Espérons que les choses vont évoluer et notre combat continue dans ce sens parce que on voit des drames au Maroc, la femme qui se retrouve dans la rue avec ses enfants dans la rue et qui ne connaît pas ses droits et ça c'est malheureux. Donc voilà ce que je peux dire pour cette première question. Merci beaucoup, Roselène. Voilà. Oui, je voulais dire merci beaucoup pour cet éclairage sur la situation au Maroc. Ce que je voulais dire, c'est que dans la conversation est tellement intéressante puisque ça donne une idée à nos sœurs et frères qui participent avec nous sur la situation en Afrique du Nord. Et à partir de maintenant, enfin, ça fait peut-être quelques années maintenant que nous travaillons pour nous
regagner notre place en Afrique. En tant que société civile, donc à travers SWOR, Nadia et Rizlan sont membres du réseau de solidarité des associations africaines des droits des femmes. Et elles sont, en tant que membres, aussi partie prenante du projet Tous pour le protocole de Maputo. Ça veut dire la ratification et en cas de non-signature, comme pour l'Égypte, la signature, la ratification, la domestication et l'harmonisation et la popularisation du protocole de Maputo. Donc, j'ai oublié, moi, dès le début, de vous présenter Nadia et Rizlan, parce que je pensais qu'elle allait le faire. Donc, Nadia est avocate algérienne et aussi une militante des droits des femmes de première heure. Elle est experte internationale également et elle travaille maintenant, on travaillera ensemble sur la domestication du protocole de Maputo parce que l'Algérie a ratifié le protocole comme elle a déjà dit. Rizlan est activiste, elle est militante des droits des femmes. Elle fait aussi partie de ce réseau. Voilà, j'ai omis de le faire. Maintenant, vous connaissez toutes nos panélistes. Et je reviens vers elle puisque notre sujet, c'est vraiment la popularisation de l'observation générale numéro 6 sur les droits des femmes à la terre et à la propriété. C'est grâce à Isla qu'on est là et que Madame Hafida vient de le dire, on était en train de débattre de ce sujet avec des expertes en droit, des militantes des droits de femmes pendant les 2 jours précédents. Et ma question là à vous trois, et on commencera par Hafida, quels éléments vont contribuer à faire avancer le travail des ONG féministes et des avocats? Voilà. Je m'excuse, Hafida, cette question c'est pour Nadia, puisqu'elle est avocate. Oui, tout à fait, absolument, et je la trouve intéressante parce que c'est dans nos interventions et dans notre implication au niveau de la justice que l'on peut faire valoir les dispositions de ces textes. Juste un tout petit rappel, c'est que il est clair que c'est le même principe pour tous les 3 pays du Maghreb, je suppose, ou les 4 ou 5. Hein. On est 5 pays du Maghreb, aujourd'hui il y en a 3. Ici, nous avons ce que nous appelons la hiérarchie des normes. Et en fonction de ce principe qui est constitutionnel, toutes les fois qu'on ratifie un protocole, un texte international, notre législation doit être changée. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe pour nous, c'est que oui, nous sommes signataires et partie prenante des instruments africains, mais j'avoue qu'il faut que ça soit pour nous davantage un réflexe de faire appel à ces instruments africains. On est plus branché sur les instruments universels, la CEDAW et autres, que sur les instruments africains. Donc, nous, ce réflexe doit être, et même auprès des tribunaux, c'est très important pour nous. Ça, je vous le dis par expérience, parce que on est plus, je vais devant le juge, je lui dis, monsieur, j'ai la convention des droits de l'enfant, donc ratifiée, tu dois me l'appliquer, alors que j'ai la convention du bien-être de l'enfant africain. Mais on fera plus appel à la Convention des droits de l'enfant. Mais nous avons des supports que nous pouvons utiliser, puisque en 89, le Conseil de la Nation a rappelé dans un arrêt en 1989 que les instruments africains
une fois ratifiée, et c'était à propos de la Charte des droits de l'homme et des peuples, pouvait être invoquée devant les juridictions. Donc, ça a été rappelé fortement. C'est dire que effectivement, nous avons ces instruments, ces outils, c'est des outils qui vont nous permettre à nous, défenseurs, de les invoquer devant les tribunaux. Nous ne le faisons pas, je ne vous le cache pas, nous ne le faisons pas, mais je crois que dorénavant, et c'est ce genre effectivement de réunions, c'est ce genre de panels, de webinaires qui vont nous faire prendre conscience qu'il est temps pour nous de retrouver notre identité africaine et surtout de nous voir faire appliquer les instruments africains auxquels nous sommes partie prenante et qui ont aussi pour source les conventions internationales, et c'est en ça que c'est intéressant. Donc, moi, je dis que ça, ce sont des instruments qui sont importants, qui sont peut-être plus faciles à utiliser pour demander le changement et la modification des lois et surtout du code de la famille. Je vais vous dire une toute petite expérience, mais qui n'a pas abouti parce que les parlementaires n'ont pas été très fortes. C'est que lorsqu'on était en train de changer la loi sur la santé au niveau du Parlement, nous avons fait état du protocole de Maputo et de l'article qui dit qu'en cas de viol, on peut avoir recours à avortement. On peut avoir d'inceste et de viol, on peut faire un recours à l'avortement. Les parlementaires n'ont pas été assez sensibles et n'ont pas compris la mesure et l'ampleur du texte africain. C'est pour ça que moi, je vous rejoins dans cette politique de médiatisation, de vulgarisation et d'interpellation de notre État, de ses engagements lorsqu'il ratifie les conventions et protocoles, et à nous ensuite, professionnels de la chose, de la question, lorsque nous allons devant les tribunaux, c'est de les invoquer. Ça, c'est ça qui fait jurisprudence. Et je pense que vous avez eu Maya, et Maya vous a dit un peu comment tout le travail a été fait sur les magistrats pour introduire et juger selon les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et selon et ça, les magistrats commencent à devenir sensibles. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui nous revient. On ne l'a pas fait, mais il faut qu'on le fasse. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et là, je saisis l'occasion pour remercier tout d'abord Swar et Faiza Mohamed d'avoir permis la rentrée des ONG nord-africaines, aussi Isla de venir, de nous avoir contactés et d'avoir introduit le contentieux stratégique. Donc, oui, strategic litigation, auquel, franchement, on n'est pas très habitué ici dans notre part du monde. Donc, et c'était quelque chose qu'on en entendait parler et tout, mais ce n'est pas une pratique voilà, chez nous. On le sait, mais on ne le fait pas systématiquement. On le fait lorsqu'il s'agit de conventions internationales universelles. Et quand il s'agit d'instruments africains, eh bien, on ne l'a jamais fait. Il faut l'avouer, on ne l'a jamais fait. Il faut qu'on le fasse. C'est vrai. Donc, merci à Si Bangilé, la directrice exécutive de ISLA, l'initiative stratégique de contentieux stratégique en Afrique du Sud. Et là, je reviens vers Hafid, et après je reviendrai vers toi, Rizlan, pour les bonnes pratiques. Hafid, comment est-ce que, quels sont les éléments qui
qui contribueront à faire avancer le travail des ONG féministes. Et non, ça c'est la question qui a été posée déjà. Donc, quelle est la valeur de cette observation générale, cis, sur les droits des femmes à la terre et à la propriété, spécifiquement pour l'Afrique du Nord? Rafida. Je veux dire que puisque l'État tunisien, par exemple, ou l'État algérien, a ratifié le protocole de Maputo, il est lié par les dispositions de Maputo et par les textes qui s'en suivent, parce que l'observation, même que ce soit au niveau international ou au niveau régional, vise à interpréter ce qui a été reconnu ou inscrit dans le protocole. Et donc, c'est une complémentarité et c'est très important de revenir aux observations parce qu'elles nous permettent de comprendre le sens des textes parfois. Le problème dont on parle, tout à l'heure Nedia a commencé à en parler, c'est que, et même on l'a vu lors du séminaire, beaucoup de gens qui sont des avocats, qui sont des juristes, ne connaissent pas le protocole de Maputo et même les conventions internationales. Et il avait dit franchement que dans très peu de cas, ils font référence aux conventions internationales. Ce sont essentiellement les féministes, que ce soit les avocates ou les militantes dans les ONG féministes ou des droits humains, qui s'appuient sur les conventions internationales. Ce sont des armes des citoyens pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les violations des droits humains d'une manière générale. Vous savez très bien, par exemple en Tunisie, les avocats, très peu d'avocats font référence aux conventions internationales et régionales, puisque beaucoup ne les connaissent pas, mais très peu de jugements sont fondés sur des conventions internationales, même si l'État les a ratifiées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord une vulgarisation des textes pour que les textes soient connus par tout le monde. Et des personnes, aussi bien tout à l'heure, tu parlais des avocats, des juges, mais moi, je peux te dire aussi, il faut que les ONG connaissent ces textes pour pouvoir les utiliser comme des armes de défense. Et il faut, à part la vulgarisation, attirer l'attention de ces gens-là sur leur importance. Et je pense que ça, c'est très important. Notre travail est d'abord un travail de sensibilisation auprès des femmes, auprès des ONG. C'est aussi un travail de plaidoyer auprès de qui de droit, auprès des personnes intéressées. Je parle de l'administration, des autorités, aussi bien exécutives que judiciaires, qui méritent de connaître ces textes pour les diffuser dans le cadre de la culture des droits humains, mais aussi pour les appliquer par rapport aux juges. Voilà. Je suis en mute, oui. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tous remarqué que ça restait, le protocole de Maputo, la connaissance du protocole de Maputo restait dans un cercle assez restreint et il est impératif maintenant d'élargir et pour que, vous avez dit que même les avocats et les gens initiés ne l'utilisaient pas. Donc, je pense qu'il faudra faire beaucoup plus de lobbying, il faudra peut-être aussi impliquer les médias pour vulgariser et voilà. Donc, Rezlène, quels sont les exemples de bonnes pratiques en matière de protection des droits des femmes à la terre et à la propriété qu'il y a au Maroc? Bon, écoutez, alors, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux ONG féminines, le travail que font les ONG féminines par rapport à cette question, c'est que déjà, très souvent, et par rapport à toutes les autres questions qui concernent les droits des femmes, nous nous constituons très souvent en coalition. Et il y a des coalitions de trois ONG qui se constituent pour faire un plaidoyer par rapport
par exemple la question de droit à la propriété. Je pourrais donner un exemple. Bon, Jussor ne s'y est pas impliqué, mais d'autres associations féminines l'ont fait. Elles ont aidé ce qu'on a appelé les Soulaliyettes. C'est des femmes qui étaient, qui étaient membres des collectivités qui avaient des terres et qui se sont retrouvées lésées et quand il y a eu la cessation dont j'ai parlé en 1990 de ces terres par rapport à l'État, parce qu'il y avait des projets touristiques, il y avait des nécessités administratives, etc. Donc, ces personnes ont cédé ces terres à l'État et comme je l'ai dit, les femmes se sont trouvées lésées dans cette histoire. Elles n'ont reçu aucune indemnité parce que c'était les hommes qui avaient la possibilité d'établir la liste des ayants droit et donc elles n'avaient pas de possibilité d'en bénéficier. Elles ont trouvé ça injuste. Elles se sont adressées à des ONG féminines marocaines qui les ont aidées et donc elles ont pu aller devant la justice et interpeller l'État et le ministère de l'Intérieur, puisque c'était lui qui était tuteur de ces terres. Ces terres étaient sous sa responsabilité, pour être brève, et elles ont pu avoir, et surtout, je parle d'une région au niveau de Kenitra, où des femmes de l'Arab, elles ont pu avoir gain de cause et recevoir une petite indemnité, bon, pas très importante, mais quand même. C'était la première fois que ces femmes sous les Lillettes ont pu avoir une indemnité et être reconnues comme on a reconnu qu'elles ont été lésées dans leur droit à la propriété. Bon. Ensuite, il y a eu une circulaire du ministère de l'Intérieur pour justement, au niveau de toutes les régions du Maroc, pour inciter les responsables régionaux et les collectivités locales pour justement ne pas oublier les femmes et que dans le partage de ces indemnités, impliquer aussi les femmes. Mais malheureusement, ça reste une circulaire. C'est-à-dire que c'est juste une information interne au niveau du ministère de l'Intérieur qui informe ses responsables régionaux qu'il faut ne pas oublier. Nous, ce que nous voulons, c'est une loi. Je veux dire, une loi qui concerne... Bon, c'est une bonne pratique, mais qui reste limitée par rapport au Code de la famille et l'article 49. Là aussi, et je reviens à ce qu'a dit Nadia et Hafeda, c'est qu'il y a une méconnaissance totale du Code de la famille, par exemple, et par les juges, et par les avocats, et par les magistrats, et par la société civile aussi, et par les citoyens et citoyennes. Et le problème qui se pose, c'est que, bon, quand une femme s'adresse à une ONG et s'adresse au centre d'écoute qui existe au cas de séparation et de divorce, là, certaines ONG féminines, comme Jossor, il y a la DFM, l'UAF, etc., eux, justement, aident ces femmes, les orientent, leur font prendre conscience et leur met à leur disposition un avocat qui va les aider pour avoir le gain, notamment dans le divorce et le partage des biens, et surtout si la femme ne travaille pas. Et là, il y a eu des jugements en faveur de la femme qui ont permis effectivement d'avoir que les femmes puissent avoir leur gain. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument, d'abord, moi, comme je l'ai dit, ma première étape, c'est que mobiliser toute la société civile autour du protocole de Maputo et le ratifier par l'État marocain, le signer et le ratifier. Et deuxièmement, c'est aussi la vulgarisation de nos textes à nous juridiques qui sont méconnus. Et il faut aussi une harmonisation entre la Constitution, parce que la Constitution maintenant, elle prône l'égalité à tous les niveaux, et comme je l'ai dit, juridique, civil, etc., politique et tout. Il faut une harmonie. Le code de la famille, le code pénal au Maroc, le code de la nationalité au Maroc sont désuets par rapport à la Constitution. Il faut une refonte totale de nos textes juridiques
Et juste, je conclus par dire qu'effectivement, on se réfère souvent aux conventions internationales, mais pour moi, une convention comme une régionale est très importante parce que ça va légitimiser notre plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, nous, on ne va pas voir l'international. Nous sommes dans l'Afrique, on reste dans l'Afrique et on veut que les textes africains soient appliqués pour nous, les Africains et les Africaines. Et faire taire les voix qui disent, voilà, vous avez importé des choses. Exactement, vous êtes moderne, vous êtes mécréante, vous allez voir chez les Français, chez les Américains et vous amenez des choses. Le langage habituel, quoi, pour faire taire les activistes. Maintenant, pour terminer avec toi, Razlan, je voudrais dire, j'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, vous n'aurez plus de difficultés à pousser à ce qu'on ratifie, à ce que l'État ratifie le protocole de Maputo, Inch'Allah, comme ça on travaillera sur l'harmonisation, comme on va le faire en Algérie, comme on l'a déjà fait en Tunisie, on a commencé à le faire en Tunisie. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se fera parce que quand on lit le protocole de Maputo et quand on lit aussi les autres conventions, et malgré le fait que ça soit effectivement assez conservateur, donc certains aspects patriarcal et assez conservateur, mais je veux dire, par rapport à la constitution marocaine, c'est pratiquement la même chose. Donc, nous avons une constitution qui s'approche de très près du protocole de Maputo, et donc je ne vois pas pourquoi le Maroc ne le ratifierait pas. Et j'espère que ce nouveau gouvernement sera... Excellent. Moi, je donne la parole maintenant à Nadia, juste pendant 3 minutes. Et après, je donnerai à Hafida pour 1 minute pour, si elle a quelque chose à ajouter. Donc, la question, qu'est-ce que nous devons faire, selon vous, pour assurer que l'observation générale est mise en œuvre et que les tribunaux utilisent les nouvelles normes pour protéger les femmes? On ne t'entend pas. Voilà. Il faut mettre le mute. Voilà, je viens d'activer mon micro. Alors, je crois qu'il faut commencer d'abord par vulgariser le protocole, parce que personne ne le connaît. De voir qu'est-ce que c'est que c'est. Enfin, pour nous, je parle pour l'Algérie. Qu'est-ce que sont ces déclarations interprétatives? C'est vrai qu'elle n'exclut pas, mais elle demande à ce que l'article soit compris selon notre législation. Donc, nous, il faut qu'on identifie sur quoi on porte ces déclarations interprétatives. Si c'est sur tous les articles, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait un travail considérable à faire. Donc, faire connaître le protocole, ensuite faire connaître l'observation. L'observation, personne aussi ne la connaît. On vient, de faire connaître le travail de la Commission africaine des droits de l'homme aussi. Ce sont des instruments qui existent. Bon, peut-être que nous les connaissons, mais il y a plus de la moitié de la population, et même des magistrats, je vais aller vers ceux qui pratiquent le droit, vers les magistrats ou les avocats qui ne connaissent pas ces instruments. Les militants peuvent les connaître, mais il faut les faire connaître, les invoquer, encore une fois, dans les tribunaux, comme on invoque les conventions internationales, il faut les invoquer, parce que qu'est-ce qui peut faire changer la norme? Si on fait un plaidoyer en direction de nos institutions, c'est un plaidoyer qui est direct pour le changement et pour l'application de ces textes, observation et plaidoyer pour le changement des textes, et invoquer ces instruments auprès des magistrats pour qu'ils disent la norme, même si aujourd'hui les magistrats me disent non, moi j'applique la loi. Oui, tu appliques la loi, je te donne les instruments pour l'appliquer. L'Algérie a ratifié. J'ai l'arrêt du Conseil d'État de 1989 qui me rappelle la hiérarchie des normes, l'application des conventions.
Donc, moi, je pense que la prochaine fois que j'aurai à défendre aussi bien sur les affaires familiales, le mariage, le divorce, les successions, je peux vous assurer que je ferai référence à ces textes pour que ça rentre dans l'esprit des magistrats pour qu'ils puissent appliquer ça parce que c'est important. C'est important, je crois que c'est le premier travail à faire et c'est ce qui nous permettra ensuite de revoir le texte, le code de la famille. Alors, il a été modifié en 2005, mais il faut encore le modifier, c'est pas assez. Voilà, il y a plein d'articles contradictoires. La dernière question que je voulais poser, c'est vraiment, je serais curieuse de connaître vos réponses, c'est que au cas où les États ne se conforment pas aux exigences des conventions qu'elles ont ratifiées, ou bien comment est-ce qu'on peut forcer l'État à assumer ses responsabilités envers les citoyens pour la protection de leurs droits tels que incluses dans les conventions et dans les lois, parce qu'il y a un grand problème d'application des lois aussi. Donc, si toutes les campagnes de lobbying ne marchent pas, quelles sont les mesures que vous êtes prête à vous, Nadia, en tant qu'avocate ou en tant que militante dans la société civile, Rizlen et Hafida, jusqu'à où pouvez-vous aller? Alors, moi, tout de suite, rapidement, je le dis en 3 ou 4 points. C'est d'interpeller nos États et de faire un plaidoyer pour leur rappeler leurs obligations. C'est de faire des rapports alternatifs parce qu'on a, en tant que mouvement associatif et militante, de faire des rapports alternatifs donc, au niveau africain pour l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et du protocole. Et il n'y a pas une cour, il y a aussi cette possibilité d'avoir les arrêts africains, donc devant la Cour africaine de justice, où il faudra, bien sûr, après l'épuisement des voies de recours chez nous. Donc, nous n'y sommes pas encore arrivés. On le fait, c'est tellement difficile, mais je sais que l'Afrique, en tout cas, reçoit beaucoup de plaintes. On a les mécanismes, mais on se dit, on va voir, mais maintenant, il faut y songer. Oui, ben voilà, ce sont les étapes que moi, j'utiliserai en tant que militante. Hafida, professeur. Moi, je dois d'abord dire que le protocole qui contient des aspects qui maintiennent des discriminations qui ne sont pas claires par rapport à l'égalité. Par exemple, le protocole n'abolit pas la polygamie. Il encourage la monogamie. Le protocole contient des dispositions qui sont encore qui ne permettent pas aux femmes de jouir des mêmes droits que les hommes. C'est pour ça que je dis, quand on travaille sur le protocole, on se rend compte qu'il y a des droits plus que ce qu'il y a dans le protocole par rapport à nous, femmes tunisiennes, par rapport à vous, peut-être en Algérie ou au Maroc, mais en même temps, il y a des droits qui sont en dessous de nos lois dans le propre pays, de nos lois nationales. Ce que je peux dire, c'est que parfois, quand on parle des conventions régionales, moi, je trouve qu'il faut les appliquer, évidemment, mais il ne faut pas oublier que ce sont ces conventions qui doivent enrichir l'apport international des conventions relatives aux droits humains d'une manière générale. Ces conventions régionales, théoriquement, sont faites pour permettre une meilleure application des conventions internationales. Moi, je ne peux pas faire des choix, je ne fais des choix entre les conventions régionales et internationales que lorsque leur apport est plus important que les autres.
mais je n'accepte pas, par exemple, parce que les gens disent je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, le recours aux étrangers, au texte à l'intervention des étrangères. Tu te renforces par l'étranger. Non, ce n'est pas vrai. Nous devons montrer que ces conventions internationales se basent sur la dignité qui est inhérente à toutes les personnes. Ce ne sont pas des conventions européennes ou américaines ou asiatiques, ce sont des conventions universelles, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes les personnes sans discrimination, aussi bien quant à leur appartenance, quant à leur spécificité, mais aussi quant à leurs droits. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous devons militer pour qu'il y ait cette complémentarité, pour qu'il y ait cet enrichissement. N'oubliez pas que c'est au niveau des spécificités, des spécificités culturelles que les États ont formulé des réserves à l'égard des conventions internationales. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des spécificités culturelles, il faut qu'elles soient égalitaires, il faut qu'elles soient positives et non pas qu'elles reviennent en arrière. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Spécificité religieuse également, pas seulement culturelle. Culturelle, c'est à la fois religieuse religieux, oui. En culturel, il y a le religieux. Oui. Le religieux. Rizlan, en 3 secondes, parce qu'on a une question et le temps va... D'accord. Donc, rapidement, donc nous avons effectivement des outils et des mécanismes que nous devons utiliser, que nous devons nous approprier, d'abord nous en tant que militantes associatives et en tant que citoyennes et citoyens, nous les approprier par la vulgarisation, par la formation et le renforcement des capacités des forces vives, je dirais, par le plaidoyer, par les rapports alternatifs, effectivement, c'est des choses qui sont très importantes, et aussi par interpeller les institutions concernées au sein de nos pays. Comme nous avons le Conseil national des droits de l'homme et nous devons faire un travail important avec cette institution. Nous devons aussi être dans la possibilité de proposer des projets de loi, comme au Maroc, la Constitution nous le permet, d'aller vers le Parlement et le nouveau Parlement. Et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les conventions internationales, ce n'est pas justifié quand on nous dit vous nous amenez ça de l'extérieur. Effectivement, ces conventions internationales sont des conventions humaines, égalitaires et qui prennent la dignité humaine. Et nos pays les ont signées. On n'a pas obligé nos pays à les signer. Ils les ont signées et ils se sont engagés à les appliquer. Donc, il faut que absolument ils puissent les appliquer et ils puissent justement harmoniser nos textes avec ces conventions internationales et régionales. Pour nous, dans notre cas, comme je l'ai dit, il faut qu'on adhère absolument à ce protocole de Maputo. Il faut former aussi bien les juges, les magistrats, les avocats, toutes les personnes concernées, les assistantes sociales, les centres d'écoute, toutes les personnes concernées de près ou de loin par cette question-là, pour qu'on puisse justement arriver à... Et le mot le plus important pour moi, c'est si on s'approprie ces mécanismes et ces outils, je pense qu'on pourra faire énormément de choses. Et on ira, vous savez, nous au Maroc, on va tous les jours au niveau du Parlement pour interpeller les parlementaires, les élus, les ministères, justement pour qu'on puisse faire avancer la question des droits des femmes. Ce que je disais, c'est que en 2011, nous avons eu une constitution avant-gardiste. Malheureusement, au lendemain de cette constitution, il y a eu des élections où ce sont les islamistes qui sont montés au gouvernement et qui, pour eux, la question des droits des femmes n'était pas du tout leur priorité, bien plus, ils ont tout arrêté, tout stoppé pour la question des droits des femmes n'évolue pas. Et au contraire, on était en train de nous battre pour préserver les acquis que nous avons eus avant la Constitution. Voilà, donc
Merci beaucoup à toutes. Et on a une question là qui vient de Jacqueline Ngoutia. Elle vous dit merci beaucoup pour cette session très intéressante et elle vous demande si les cours ou les tribunaux sont réceptifs à l'utilisation des traités relatifs aux droits de l'homme dans leurs décisions, spécialement dans les cas où, concernant où l'on conteste l'application des lois religieuses discriminatoires dans le statut personnel. Donc, qui voudrait… Là est toute la question et c'est là où le bas blesse. Bien sûr que nous disons que le Code de la famille est anticonstitutionnel, c'est clair, parce que il a bafoué le principe même de l'égalité et de la non-discrimination par rapport à la Convention, à la CEDAW et aux engagements de l'Algérie. Et le fait d'avoir mis la réserve sur l'article 16 donc bloque en fait. Et même si nous avons dans notre droit l'exception de l'inconstitutionnalité des textes, oui, nous avons pensé à aller vers donc la saisine du conseil, enfin maintenant de la Cour, parce que c'était avant le conseil, maintenant c'est la Cour, pour essayer de demander l'inconstitutionnalité du Code de la famille. Mais c'est vrai que le Code de la famille a été érigé presque en petite constitution. La preuve, lorsque l'Algérie émet des réserves, elle le fait au nom du Code de la famille, lorsqu'il s'agit des droits des femmes. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que comme l'a dit Rezlène, les textes, heureusement que les textes, c'est une œuvre humaine, même s'ils tirent leur source du droit musulman. Mais là, le fait qu'on ait un code, ce n'est ni la religion, ni le Coran, ni un texte religieux, c'est une œuvre humaine, c'est des dispositions qui régissent les relations entre les hommes et les femmes, mais dans la tête de ceux qui nous gouvernent, qui dirigent, qui jugent, c'est la charia. C'est la confusion entre charia, droit musulman, règles juridiques, et la confusion charia, Coran. Donc là, il y a tout un travail à faire. Si on va directement comme ça, je suis sûre qu'on va vers un rejet, mais je pense que mais il faut le faire. Il ne faut pas dire je vais. Il faut le faire et faire en sorte qu'on ait ce rejet pour pouvoir aller demander l'inconstitutionnalité de ce texte. Donc voilà, ça c'est quelque chose à laquelle on était en train de penser ici en Algérie, parce que le texte chez nous est tout nouveau et on va essayer de l'appliquer avec l'aide de professionnels sur la question, surtout des magistrats qui sont acquis à notre cause. Voilà ce que je voulais dire. Juste pour compléter ce que vient de dire Nadia, donc effectivement, il y a une incompatibilité entre le texte lui-même et son application, et l'application par des personnes, par des hommes et par des femmes. Et donc tout dépend, entre guillemets, de la personne qui va appliquer ce jugement et qui va décider dans le cas. Alors, il y a certains juges qui refusent, qui disent non, 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 moi, tout ça, moi, je ne connais pas, moi c'est voilà, c'est charia, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on a toujours travaillé, moi, un nouveau code, c'est pas ça. Oh non. Et c'est là où, moi, je pense que l'État doit jouer son rôle de sanction et d'impunité. Si on n'applique pas ce code, il faut punir. Il faut former, il faut sensibiliser, il faut encadrer, il faut accompagner. Je veux bien. Mais au moment du jugement et qu'on n'applique pas la loi, ça, je pense qu'il faut qu'on arrive par notre peut-être plaidoyer à ce que
qu'il y ait des sanctions et des impunités, parce que, et là, Merci c'est là où le bas blesse. Merci. Merci beaucoup. Et comme Hafida et Nadia l'ont déjà dit, il faut former les avocats, former les juges sur les traités internationaux parce que certains avocats ne les invoquent pas dans leur plaidoyer. La plupart, d'ailleurs, je pense, Nadia. Je ne sais pas si c'est… Voilà, ils sont formés à l'université, ils font toutes ces matières, mais lorsqu'ils commencent à professer, lorsqu'ils commencent à travailler, eh bien, ils sont pris dans la tourmente des affaires à régler. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Hafeda tout à fait au début, il faut que ce soit les avocates féministes, parce que ce sont celles-là qui vont pouvoir faire avancer les choses. Elles sont sensibles. Moi, je vais vous dire, comme je travaille aussi sur les droits de l'enfant, eh bien, toute la fois que j'avais une affaire sur les droits de l'enfant, je me baladais avec plein de documents dans ma malle, la convention, la convention algéro-française sur les enfants de couple mixte, j'allais, que les juges ne connaissaient pas. J'allais, je leur déposais ça sur le bureau, je donnais ça dans mon dossier et ils étaient étonnés, mais ils étaient obligés d'appliquer ces textes-là. Donc, vous voyez, après eux-mêmes, sur les enfants, ça marche. Ça, je vous le dis, je l'ai déjà fait, ça marche. Je ne l'ai pas fait pour les femmes, mais je vais essayer de le faire pour les femmes. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, Nadia. Il faudra avoir le protocole de Maputo avec les observations, les textes. C'est ça. Et les déposer au bureau des juges, des magistrats. Mais moi, je veux, Rizlan, je veux juste, terminer sur ça. Mais moi, je crois au travail de plaidoyer maghrébin. Ça, on l'a déjà fait avec le collectif Maghreb Égalité. Exactement. Et je peux vous assurer que c'est une force de proposition. Pourquoi on a eu des amendements, le Maroc et l'Algérie? Eh bien, sur le code de nos codes, même si le Maroc était un peu plus en avance que nous, il avait déjà eu en 92 des amendements, mais pas nous, on était bloqués. Mais c'est cette union, cette force que nous avions construite pour arriver à cela. Et ça, c'est important. Vous prêchez, une convaincue. Tu as une seconde parce qu'on va bientôt terminer, il n'y a plus de questions. Vous prêchez une convaincue parce que pour moi, je dis, si on ne fait pas un travail collectif, ensemble, on n'arrivera à rien. Travailler d'une manière individuelle, association par association, n'aboutirait à rien. Il faut qu'on soit une force solide, vive et cohérente. Pour revenir juste à un point sur lequel, effectivement, moi j'ai fait des formations avec des étudiants et des étudiantes au niveau de la région du Maroc qui sont en droit au niveau master. Eh bien, ils ne connaissaient pas, dans leur cursus universitaire, il n'y a pas des conventions internationales. Ils ne connaissaient pas. J'ai travaillé avec eux. Qu'est-ce que c'est que la convention CEDAW, les pactes internationaux, la convention d'Istanbul, la convention sur la violence. Ils ne savaient pas. Et c'est quand même des gens, c'est des jeunes qui sont en droit. Donc, je ne sais pas ce qu'ils leur apprennent. Voilà. Et là aussi, il faut faire un plaidoyer au niveau des universités. Merci beaucoup pour nos participantes. J'espère que vous avez un peu appris de cette conversation franche et décomplexée et directe sur la situation en Afrique du Nord et notamment en Algérie, Maroc et Tunisie. Bien sûr, le temps ne nous a pas permis d'aller en profondeur, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et que, voilà, on remercie encore une fois Isla, notre partenaire, le partenaire de Qadirat. Je remercie, merci Qadirat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir combien on est reconnaissante à nos chers expertes et professeurs et avocates d'avoir répondu à notre demande de venir à s'adresser à nos participantes.
et de leur montrer la situation ou bien de les éclairer sur la situation en Afrique du Nord. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir permis ça et d'avoir tout organisé et d'avoir tout coordonné. Voilà, je te donne la parole maintenant, Cynthia, pour clore. Merci, Samia. Merci, Samia, pour ta modération excellente. Merci beaucoup de ton effort aussi. Merci beaucoup, Samia. Merci, Dr Nadia, Rizlen, Afida. C'était un grand plaisir pour nous. C'était vraiment informatif. Nous avons passé 2 jours de stratégie consultative ici en Tunis, en personne. Et avec ce webinaire, je crois qu'on part vraiment avec des grandes leçons que nous avons apprises, surtout dans le contexte de l'Afrique du Nord. Donc, encore une fois, nous vous remercions beaucoup. Et on remercie aussi le public, les gens qui nous ont suivis. Et on espère que c'est un travail qui va commencer. Il y a beaucoup à faire, mais on reste optimiste qu'on y arrivera. Merci. Joy. Merci, Samia. Merci, Samia. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir travaillé avec toi. Je sais qu'on t'a pris à pied levé à la dernière minute, mais vraiment de tout notre cœur, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir, Cynthia. Au revoir. Merci, Samia, merci, Cynthia, merci, Hafida. C'est toujours un plaisir. Merci à moi. Au revoir, merci. Je sais combien... Je sais que tu es tellement occupée, mais bon, merci beaucoup. Je suis vraiment très reconnaissante que tu nous aies accordé du temps avec Nadia. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Bye. Et à bientôt. Joy. Control. Bye.